Bien, je vous propose de continuer cette journée Made by et je salue celles et ceux qui sont arrivés pour cet après-midi pour découvrir les usages de ce logiciel dans deux thématiques. Ce matin, nous avons abordé l'architecture et le jeu vidéo. Dans un instant, nous allons parler du cinéma d'animation et puis nous terminerons par l'industrie. Et avant de débuter la table ronde, parce que c'est le format qui a été choisi pour parler du cinéma d'animation, Johan qui est toujours avec moi, qui représente toujours, toujours Unreal Engine, eh bien on va commencer par un petit film pour voilà, se mettre un peu en bouche d'où il vient ce film. Alors donc juste avant, donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc on a fini par glisser du jeu vidéo vers l'architecture. Là, on commence l'après-midi sur le cinéma d'animation. Donc comment on va utiliser un moteur de jeu vidéo pour faire autre chose que du jeu vidéo. Là, c'est de l'animation. Donc on a beaucoup réfléchi à pour commencer à illustrer. Donc on a décidé de prendre un film qui n'illustre pas les gens qui sont là, puisque personne n'a travaillé dessus. Donc c'est un film qui commence à être un peu ancien. Il a l'avantage, d'être court, de bien montrer de quoi on est en train de parler, et 3, d'être open source. Donc une fois que vous l'aurez vu, sachez que vous pouvez télécharger les sources, regarder comment c'est fait, et c'est fait par Weta Digital. Ouais. Voilà, ça s'affiche. Alors on s'est pas mis dans l'ordre où c'est indiqué, mais c'est pas grave. J'ai fait exprès. Voilà, il y a un petit piège. Ça s'affiche donc les participants à cette table ronde sur le cinéma d'animation qui vont nous expliquer comment et pourquoi ils utilisent Unreal Engine dans la production des images, dans l'animation elle-même, mais aussi ce que cela peut entraîner dans la manière d'organiser le travail, puisque c'est aussi un outil qui permet de travailler à plusieurs sur les mêmes endroits. Je vous les présente donc de votre gauche à votre droite. Donc Joan da Silva à mes côtés, qui est responsable éducation à Epic Games. Lucie Lebon de Miam Animation. Vous êtes en charge de la recherche et du développement. Edmond et Lucie, les Minus sont des réalisations de Miam Animation, la première visible sur France 5, la seconde sur Canal+. À vos côtés, Théophile Farran, qui est étudiant en 5e année à MOPA Arles, qui est une école du film d'animation 3D. Dans vos études, vous avez réalisé un film avec Unreal et vous préparez celui de la fin de vos études avec ce même outil. Et puis Romain Trimaille de Chartres, que vous avez confondé avec Mathieu Métro. On vous doit la série Mush Mush, dont la 2e saison a été réalisée dans et avec Unreal, série qui, elle, est à voir sur la chaîne Canal+ Kids. Pour mieux vous présenter, je vous propose un premier tour de table pour tous les trois, pour que vous nous expliquiez comment et pourquoi vous utilisez Unreal. Je propose de débuter avec vous, Lucie Lebon, parce qu'on a aussi à chaque fois une image pour voir un peu la série, voir quelle est la réalisation sur laquelle vous travaillez. Donc comment est-ce que Unreal, par exemple, permet à Miam Animation de faire ceci et les images d'avant et les images d'après ?
Alors nous, chez Miam, il faut savoir déjà que le choix d'un moteur temps réel, c'est un choix euh, pas forcément d'idéal, mais d'état d'esprit, c'est-à-dire que l'objectif de Miam, c'est de faire des productions écologiques dans les thèmes abordés, les sujets, mais aussi la fabrication. Et du coup, les moteurs temps réel se sont imposés d'eux-mêmes pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils évitent d'avoir à utiliser des render farms. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les render farms, c'est que vous avez des grands racks de PC qui vont tourner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, juste pour rendre vos images. Donc d'un point de vue écologique, c'est absurde, surtout maintenant. Donc voilà, les moteurs de jeu type Unreal se sont imposés d'eux-mêmes. Alors, je vous rassure, tout le langage un peu technique, il va vous être expliqué au fur et à mesure pour que les personnes qui sont moins familières du cinéma d'animation comprennent au mieux ce que l'on va raconter dans cette heure ensemble. Mais vous venez, vous aussi, du jeu vidéo. Donc, comment ce logiciel permet cette transition vers le cinéma d'animation? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il a été pensé aussi d'abord pour le jeu vidéo. Alors effectivement, après, dans les jeux vidéo, vous avez ce qu'on appelle les cinématiques, qui sont au final des petits bouts de films. Pendant longtemps, ce qui a bloqué, c'est qu'il n'y avait pas les mêmes exigences dans le cinéma et dans le jeu vidéo pour tout ce qui va être lighting, pour tout ce qui va être précision des mouvements, tout ce qui va être détail des modèles 3D. Maintenant, on arrive à un niveau qui est à peu près équivalent, alors pas pour les films que vous allez voir par exemple au cinéma, mais sur de la série, on peut avoir une équivalence de qualité entre un bon jeu et une série, et du coup, ça devient logique et une option viable d'utiliser un moteur de jeu. Romain Tréma, je vous propose de prendre le micro qui était ici avec Charles. Donc, comment aussi vous utilisez le logiciel? Et la question elle est double pour vous, puisque je l'ai dit en vous présentant, c'est la saison 2 de Mush Mush qui passe par Unreal. Donc, comment vous avez fait la conversion vers ce logiciel? Comment et pourquoi? Avec beaucoup de lignes de code. Pourquoi effectivement, l'impact écologique de passer sur un moteur en temps réel, ça change tout. Économique également aussi, puisque voilà, on passe pour la saison 1, on passe de 1 heure en moyenne par temps de rendu, par frame, à 6 secondes. Donc ça change beaucoup de choses. Et pourquoi? En fait, donc notre client, qui est la cabane production et Turistar, on fait le pari de venir faire la saison 2 chez nous avec cette contrainte qu'on ne partirait pas sur Blender. Et effectivement, on passerait sur Unreal. Et on a fait toute une phase de pré-prod pour trouver en fait simplement comment convertir tout ce qu'on avait sur Blender vers Unreal le plus facilement possible. Et voilà, ça grâce à l'API Python d'Unreal. Et alors jusqu'où cette histoire avec les aventures de ces champignons, elle est faite dans Unreal, puisque vous parlez voilà, de la cabane. Donc qu'est-ce qui est fait dans le logiciel et qu'est-ce qui n'est pas fait dans le logiciel? Alors on fait depuis le look dev. Donc le look dev, on va faire les matières. Globalement, les matières, l'éclairage des personnages. On va faire le layout, c'est la conversion de l'animatique, storyboard animé, vers le placement des caméras, le rythme, la position des personnages dans l'espace, etc. On confie tout ça à un autre studio qui est autour de minuit pour faire l'animation. Donc ça sort d'Unreal à ce moment-là. L'animation n'est pas faite dans Unreal. Et une fois que l'animation est terminée, on réintègre tout ça pour faire le rendu, le compositing dans Unreal. Donc on fait quasiment toute la chaîne, en tout cas toute la chaîne des shots dans Unreal. La question est un peu naïve. Pourquoi ce besoin de sortir du logiciel pour une étape du travail, pour mieux revenir après? Parce qu'en fait, déjà, très simplement, pour une raison budgétaire. Étant donné que c'est une saison 2, tous les personnages existent et sont riggés sur Blender. Donc c'était un coût trop important d'imaginer de refaire les rigs sur un autre logiciel. Et après une question pratique, on parle d'un début de production qui a eu lieu 3 ans en arrière et on n'animait pas. Alors on n'animait pas sur Unreal à ce moment-là. Lucie, du coup, je ne vous ai pas posé la question, mais je pose la même aussi. Jusqu'où les séries de Miam sont faites sur Unreal? Alors nous pareil, les assets rentrent dans Unreal quand on commence à faire le shading, donc quand on met la couleur, quand on commence à regarder comment on réagit à la lumière. Pareil, le layout est fait sur Unreal.
On sort aussi pour l'animation, pour les mêmes raisons. Alors moi, je rajouterais un point, c'est aussi que les animateurs actuellement dans les studios sont formés sur Blender ou sur Maya. Quand vous êtes dans une production, vous n'avez pas forcément le temps de reformer l'intégralité de votre équipe sur Unreal. Parce qu'il faut savoir que déjà, si on est dans Unreal pour layout, ça veut dire que nos layouters sont formés à Unreal. On re-rentre après l'animation pour lighting, donc nos lighters aussi, on les a formés à Unreal. Donc voilà, c'est le choix de former nos équipes au fur et à mesure sur les différentes étapes. Et nous, on a en plus une étape qu'on a rajoutée grâce au temps réel qu'on appelle le fine-tuning. Donc l'idée, c'est que tout ce qui va être petits détails, par exemple les tasses posées sur la table, les petits personnages qui passent en arrière-plan, on les rajoute à la toute fin, donc une fois que l'animation est validée. Et l'avantage que ça nous donne, c'est que dans une série traditionnelle, en général, vous faites les épisodes à peu près les uns après les autres. Nous, on peut dire, par exemple, qu'on est en train de finaliser l'épisode 12. Au fine-tuning, tiens, il y a cette animation qui m'intéresse dans l'épisode 20 pour mettre un personnage en arrière-plan. Vas-y, on peut encore la mettre dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en précalculé. Puis je termine le premier tour de table avec vous, Théophile Ferrand, donc étudiant à MOPA. Voilà, comment vous êtes venu aussi, vous, à Unreal, et qu'est-ce que vous y avez trouvé, qu'est-ce que ça vous a permis de faire dans le film déjà réalisé, dans celui que vous êtes en train de réaliser pour la fin de vos études? Alors bonjour à tous. Alors justement, moi j'ai commencé la 3D il y a environ 3-4 ans, au cours de mes études d'animation. Et j'ai commencé avec les logiciels plus traditionnels de l'animation, donc comme 3ds Max, Blender, qui ne sont pas des logiciels de real-time. Et ma première rencontre avec Unreal, ça s'est fait pas dans l'animation, mais dans le cinéma en prise de vue réelle, parce que j'ai eu l'occasion de tourner un film devant un écran LED. Donc c'est des espèces d'énormes écrans qui remplacent les fonds verts. Et en fait, à la place de jouer devant un fond vert, on joue directement devant le décor en 3D. Et ce qui permet d'avoir les réflexions de la lumière sur les acteurs, d'avoir les mouvements de la caméra physique qui sont répliqués de manière virtuelle pour avoir l'effet de parallaxe. Et donc, ça c'était ma première rencontre avec Unreal. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout de voir à quel point en fait, le virtuel pouvait se fondre avec la réalité physique. Sur le plateau de tournage, justement, le décor en 3D complétait le décor physique et avec une illusion presque parfaite. Et voilà. Donc du coup, quand je suis retourné un peu à l'animation, j'ai eu envie de faire un film d'animation entièrement sur Unreal. Donc c'est notre premier film fait avec Mathéo qui est au premier rang et deux autres amis qui n'ont pas pu venir. Et voilà, donc on a fait un film d'une minute, très court. C'était un peu un projet test pour faire un pipeline de A à Z sur Unreal, un film d'animation. Et actuellement, je suis en train de travailler avec Mathéo toujours et avec 3 autres amis sur notre film de fin d'études, dont vous pouvez voir une image ici. C'est l'histoire de Dan, qui s'affiche à l'écran, qui est un milliardaire qui a fait fortune dans la conquête spatiale et qui décide de fêter son anniversaire dans sa station spatiale privée. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et il comprend qu'il a besoin de remettre les pieds sur Terre assez rapidement. Et voilà, et donc pour le style graphique, on est parti sur un réalisme pour tout ce qui concerne les décors et les vêtements des personnages, donc en fait tout ce qui n'est pas leur corps. Et les corps des personnages sont très stylisés en assumant le côté 3D. Donc c'est pour ça qu'on voit le wireframe, la géométrie très carrée. Et pour pousser jusqu'au bout le côté 3D et assumer et tirer parti en fait du moteur Unreal, l'animation est faite en ragdoll. Donc le ragdoll, c'est un système qui est utilisé dans les jeux vidéo pour simuler physiquement les corps des personnages. Donc par exemple, quand un personnage est tué dans un jeu vidéo et qu'il s'effondre au sol, sa chute est simulée de manière physique. Et ça, c'est quelque chose qui vient du jeu vidéo et on essaie de l'utiliser dans l'animation pour en faire quelque chose, pour se le réapproprier et trouver une manière de faire bouger nos personnages. Voilà. Vous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous utilisez cet outil. Vous avez dit pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, pour des raisons pratiques. Jusqu'où est-ce que cet outil Unreal Engine aussi, il a changé ou pas la manière de travailler, c'est-à-dire la manière de s'organiser ensemble avec tous les corps de métier ou tous les acteurs qui interviennent à une étape ou à une autre d'un film ou d'une série d'animation. Peut-être commencer avec vous, Romain, cette question-là, puisque vous avez fait la première saison sur un autre logiciel. Est-ce que, jusqu'où ça a transformé ou pas la méthode de travail pour la saison 2 ? Ou pas. Ça reste des conditions de production classiques, donc avec une économie et surtout un planning à respecter. Donc ça ne change pas le principe de base qu'on reçoit en fait le matériel du client. À partir de là,
On a une équipe de layout. Une fois que c'est fait, on envoie à l'animation, on récupère, on fait le lighting, compo, on rend. Ça change rien concrètement à la chaîne de production, ça change juste la manière et le confort de travail des équipes. Ça, c'est indéniable. Mais en termes d'organisation de production, il y a... C'est un choix ou c'est parce que ça fonctionnait bien, il n'y a pas eu de raison de changer un système qui fonctionnait bien. Puisque, comme ça, ce que disait Lucie, ça permet aussi de jouer avec des éléments sur d'autres épisodes, ça permet de travailler ensemble sur un même endroit, alors qu'on n'est pas forcément du même corps de métier. Est-ce que, voilà, comment s'est fait le choix? Alors, on n'a pas abordé les choses de la même manière que chez Miam. En fait, on n'a pas de passe de fine-tune. Nous, on fait du set dress au moment du layout. Donc, en fait, beaucoup de mots compliqués, là, il faut les définir les uns après les autres. Alors, je vais reprendre les choses autrement. Là où Miam se disent, tu m'arrêtes si tu dis une bêtise, ils font leur épisode dans l'ordre, etc. Et après, une fois que tout est fait, ils prennent le temps de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon épisode, mon plan. Ok, la table, là, je mettrais bien une tasse dessus. En arrière-plan, je mettrais bien des personnages, etc. Donc, ce qui s'est expliqué à Lucie juste avant. Nous, on n'a pas cette étape-là, on l'a fait en fait en amont. On prend le temps de le faire au moment du layout pour éviter de venir modifier quelque chose qui a déjà été validé par le réalisateur. On a un réalisateur qui est extrêmement exigeant et qui, je pense que s'il m'entend, il aura la phrase qu'il a plus répétée sur cette production, c'est stick to the board. Donc c'est d'être au plus près de l'animatique possible. Et du coup, c'est aussi bien un choix qu'une contrainte technique. En fait, on n'a pas eu besoin de modifier notre processus. Lucie, voilà comment cette nouvelle proposition, en tout cas d'organisation de travail, vous en êtes saisie? Alors nous, ça a changé des choses de 2 points. La réponse va être en 2 parties. Il y a le point équipe et il y a le point technique. D'un point de vue équipe, en fait, quand on fait une production de série, on travaille avec un budget et des deadlines. Donc le fait de passer au temps réel, ça veut dire qu'on peut réallouer du budget. Par exemple, ce qui était sur les render farms, on peut le réallouer sur l'écriture des scripts, on peut le réallouer par exemple pour engager un artiste supplémentaire. Donc ça donne du confort de travail aux gens en début de chaîne. D'un point de vue technique, nous, ce que ça a changé, c'est que du coup, il faut faire un pipe en partant de zéro, en temps réel. Et un pipe, on le fait pour les artistes, avec les artistes. C'est-à-dire que les artistes, ils vont venir vous voir en vous disant moi, je vais faire telle et telle tâche. Et souvent, ce qui vient après, c'est est-ce que tu peux me faire tel outil? Et quand on discute avec eux, en lui disant ok, tu veux cet outil, mais en fait, pourquoi tu le veux? C'est ce que j'avais dans mes précédents studios. Ok, mais pourquoi tu avais ça dans tes précédents studios? Et en revenant, en fait, non pas en partant de l'outil, en revenant aux besoins qu'ils ont réellement, on se rend souvent compte que la solution technique à apporter n'est pas la même en précalculé et en temps réel. Et là, on rentre sur la partie communication, dire aux gens, voilà, vous étiez dans parfois une zone de confort, va falloir accepter d'en sortir, mais on vous promet, ça va être mieux après. Donc voilà, il y a tout ça. Donc nous, ça a changé pas mal de choses, je dirais surtout d'un point de vue humain finalement. Parce que c'est vrai que d'un point de vue technique, on a des équipes techniques qui viennent du monde du jeu vidéo. C'était une adaptation aussi pour nous, parce que par exemple, on a l'habitude de travailler avec des game designers. Des game designers, c'est aussi un peu des développeurs. Ils n'ont aucun problème à mettre les mains dans le cambouis. C'est pas forcément le cas des artistes en animation qui ont par contre sont beaucoup plus spécialisés sur d'autres domaines. Mais c'est vrai que voilà, c'est un compromis à prendre à la fois du point de vue artistique et technique. Théophile Farran, et puis je demanderai ensuite à Joanne son regard justement sur ces propositions de travail, la manière dont vous vous en saisissez. Comment vous avez expérimenté, puisque vous êtes dans des années d'expérimentation, comment vous avez expérimenté aussi ces nouvelles formes de travail que permettent Unreal Engine? Alors justement, nous en tant qu'étudiants, on n'a pas les contraintes d'un studio. Et du coup, on peut vraiment se permettre d'expérimenter. Et c'est vraiment comme ça qu'on a pris cet outil. C'est ce qu'on a essayé de faire. Par exemple, je vous parlais de l'animation en ragdoll, qui est une manière de faire bouger les personnages qui est vraiment issue du jeu vidéo. Et nous, on trouvait ça intéressant de se dire, puisqu'on fait le film dans un moteur qui est à la base pensé pour le jeu vidéo et pas pour le cinéma, d'essayer d'importer certains aspects esthétiques de ce médium. Et voilà, donc on a fait là dans ce film les personnages bougent en ragdoll,
Mais par exemple, l'année dernière, on a fait un petit film où les personnages étaient animés par des manettes de jeux vidéo. Donc tout le film, voilà, ça reste un film qui est rendu en 2D, qui n'est plus interactif à la fin. Mais le processus était vraiment interactif parce que pour animer, on avait mappé le mouvement des personnages à des contrôleurs de Xbox et on avait pu animer comme ça. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension d'expérimentation qui est très intéressante. Et puis avec le real-time, il y a aussi bien sûr la possibilité justement de... tu disais alors que vous devez vraiment suivre le storyboard, mais comme nous on est un peu moins organisés et qu'on se permet de tester plein de choses. On a un storyboard au début parce qu'il faut toujours construire l'histoire, mais dès qu'on passe en 3D, on peut se permettre de trouver des nouveaux cadrages, de trouver un nouveau rythme, de trouver des nouveaux angles de caméra, ce qu'on peut un peu moins faire pour le cinéma offline, avec le rendu offline, parce que comme on prend plusieurs heures pour rendre chaque image, on ne peut pas trop se permettre de rendre des plans superflus qui ne seront pas dans le montage final, quoi. Ah, alors justement, avant que Johan pose la question, parce que vous n'avez pas les problèmes de budget, vous n'avez pas les problèmes, enfin pas de la même manière en tous les cas, vous n'avez pas les problèmes de date de rendu, quoiqu'à l'école généralement il y en a quelques-uns, vous n'avez pas les problèmes de réalisateurs exigeants, donc à quel moment vous décidez que le film il est fini? Parce que du coup il y a cette possibilité aussi avec ce logiciel qu'on ne termine jamais parce qu'on peut toujours apporter des modifications. Après, donc, ça dépend aussi de la forme artistique qu'on recherche. On essaie quand même de faire des films, des courts-métrages, et quelle que soit la technologie qu'on utilise, il y a quand même un canon qui définit les règles de ce médium. Donc peut-être que si on faisait des expériences avec un peu moins de règles, je ne sais pas, plus proche de l'art contemporain, des choses comme ça, là, la question se poserait vraiment de savoir quand est-ce que c'est terminé. Mais pour un film, l'histoire reste quand même le seul maître, quoi. Donc c'est fini quand l'histoire nous paraît bien. Et voilà. Johan Nassif, à votre regard sur ce qui vient d'être dit, donc notamment sur les conditions de travail que permet ce logiciel et la manière dont nos invités s'en emparent ou pas. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, donc nous on suit du côté Epic un ensemble très 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 large de types de studios, de types de production, d'organisation, de formats. Là, il y a par exemple sans doute le premier long métrage fait sous Unreal 5 a été fait en France. Il n'est pas encore sorti en salle, mais il a été livré. Et à côté, il y a différentes séries dans des studios très différents entre Shards et Miam. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi de vous expliquer comment vous intervenez dans la chaîne, parce que ça montre aussi comment l'ADN va l'intégrer. Ce qu'on voit, moi je trouve vraiment intéressant, c'est par où on rentre quand on commence à utiliser Unreal. Et souvent, ça a souvent commencé par un côté technique et très économique. C'est le temps réel, donc ça veut dire qu'on ne fait plus de rendu, donc on économise plein d'argent, ça va beaucoup plus vite, on peut livrer plus vite. Alors non, ça ne marche pas comme ça. Et inversement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est aussi une génération de réalisateurs qui se rendent bien compte que produire de l'animation, surtout de l'animation 3D, telle qu'on l'a produit, qui date des années 90, c'est un peu poussiéreux aujourd'hui, et qui, dès qu'ils commencent à mettre le nez dans le moteur, qui ressemble un peu plus à ce qu'ils expérimentent eux-mêmes en tant que joueurs, se l'approprient dans la manière de raconter des histoires. On peut produire de l'image très vite, très tôt, donc on peut aussi présenter un concept très vite, très tôt, tester des directions artistiques. Et donc il y a certains réals qui, c'est le storyboard, un point c'est tout, rien ne va bouger jusqu'à la fin. Et d'autres, inversement, à des moments, il faut leur enlever la souris de la main, parce qu'effectivement, jusqu'à la fin, ils vont essayer d'itérer, changer les choses. Donc on a un spectre qui est très, très, très large. Mais l'élément qu'on voit dans tous les studios, c'est le fait que, puisqu'on peut visualiser l'image presque finale très tôt, ça change aussi la perception qu'on a de son travail. C'est un confort de travail qu'on n'a pas du tout quand on travaille avec un Maya ou autre. Et l'autre chose par rapport à ce que disait Lucie, c'est... moi, j'ai connu le début de Maya quand c'est sorti, et j'ai connu les animateurs qui ont dû commencer à animer à Maya, et aujourd'hui, quand on leur propose d'animer dans Unreal et qu'ils ne veulent pas parce que Maya, c'est tellement mieux, je suis revenu un peu en arrière. Effectivement, il y a des conforts de travail et des habitudes. Donc, les choses changent petit à petit. Le gros investissement d'Epic aujourd'hui, c'est effectivement de permettre aux animateurs d'avoir un vrai confort de travail, d'animation à l'intérieur de l'outil. Ça avance petit à petit, on n'y est pas tout à fait, mais ça avance bien.
ce confort d'animation, oui, Lucie Lebon, qu'est-ce qu'il crée d'inattendu, qu'est-ce qu'il permet au niveau esthétique, au niveau imaginaire, au niveau développement de l'histoire? Alors, je vais déjà compléter ce qu'a dit Joanne, parce que par exemple, on parlait du confort de travail. Nous, on a un corps de métier qui est finalement content d'être passé en temps réel. C'est les layouters, parce que les layouters, normalement, ils ont l'habitude de travailler sur des boîtes grises. Et là, passé les premiers épisodes, ils commencent à travailler avec les décors finaux de la série. Alors, je vous embêtais parce que, voilà, alors, peut-être pour repréciser. Voilà, en fait, on commence par livrer un storyboard, donc qui est la version BD, et tout de suite après, on fait une animation très grossière pour s'assurer qu'on n'ait pas des personnages qui cachent d'autres personnages devant la caméra. Donc c'est ce qu'on appelle le layout. Et normalement, sur Maya, pour que ça puisse bien tourner, on fait ça avec soit les modèles gris, parfois même avec des cubes ou des sphères. Sur Unreal, l'avantage, c'est que le layout, comme on le fait sur Unreal, ils sont directement dans les décors finaux, parfois avec les modés des personnages finaux. Dès qu'on commence à avancer dans la création des épisodes, comme on réutilise les mêmes décors, ils ont la lumière. Donc le layouter, il voit son travail, il voit ce que ça va donner, et c'est un plaisir pour lui. Et le deuxième avantage, c'est qu'une fois que le layout est fait, en général, on sort une vidéo qu'on envoie aux chaînes pour qu'elles valident. Et les chaînes aussi vont voir quelque chose de plus avancé, plus poussé. Et ça, on a déjà eu des retours, par exemple, avec France5 en disant on vous fait confiance sur la fin. Et c'est aussi pour ça que cette fameuse étape du fine-tuning, on a pu le faire. Parce que France5 était en mode on a vu ce que vous alliez nous donner. Vous pouvez faire que mieux avec cette étape du fine-tuning. Allez-y. Donc voilà, ça joue. Du coup, la deuxième question, c'était... Alors, la deuxième question, c'était qu'est-ce que ça permet de créer, puisque vous avez utilisé, notamment Joanne, le mot de plus confortable pour l'animation, ou même pour la manière de penser une série. Qu'est-ce que comment les développeurs, comment les animateurs, comment les réalisateurs s'en emparent? Et si je pose un peu la question par rapport à ce que vous dites sur le fait que le décor, il préexiste, qu'est-ce que ça change dans la manière d'inventer une histoire? Alors, on a déjà, nous on a un outil un peu particulier chez Miam, c'est ce qu'on en appelle la board machine, où en fait nos boarders peuvent déjà faire une partie de leur storyboard dans les décors 3D. Donc ça aussi, on a des boarders qui s'amusent beaucoup avec la mise en scène, parce qu'ils sont en mode, je peux vraiment mettre mon ongle, je peux caler, et ils ont les décors en 3D, donc ils sont en mode, j'ai repéré ça dans mon décor, je peux aller me mettre dans ce petit coin-là pour tester. Ensuite, on a par exemple tout ce qui est décor qui est fait directement sur Unreal, qui est assemblé directement sur Unreal, parfois avec des objets qui viennent des librairies Unreal. Donc ça aussi, c'est un changement de travail du coup pour tout ce qui est artist asset, parce qu'ils sont sur deux logiciels en même temps. Théophile et Romain peuvent aussi répondre à cette question-là. Ouais, je pense que oui, c'est avant tout un confort et un plaisir. Moi, par exemple, je voulais faire du cinéma en prise de vue réelle, et c'est pour ça que j'ai choisi la 3D plutôt que l'animation 2D, parce que dans la 3D, il y a vraiment cette idée de reproduire un plateau de tournage, de mettre des lumières, de choisir des focales de caméra, et j'étais très déçu quand j'ai ouvert les premiers logiciels qu'on avait à l'école, vraiment issus de l'animation traditionnelle, comme 3ds Max, Maya, qui en fait ont des interfaces grises, et ça ressemblait pas du tout à un plateau de tournage live. C'était très désagréable, et sachant que on passe déjà notre journée devant un écran, on ferme les rideaux parfois parce que le soleil se réfléchit sur les écrans, donc déjà qu'on est très coupé du monde physique, je trouve ça très agréable d'un coup d'avoir un logiciel qui nous permet de travailler avec la lumière, avec les bonnes couleurs, tout ça. Et vous permet mieux que d'autres, parce que la question de la lumière, elle revient depuis ce matin de manière récurrente. C'est un logiciel qui permet mieux que d'autres de jouer avec les lumières. La lumière, c'est au centre du rendu. Donc c'est vraiment le calcul des rayons lumineux qui permet d'avoir l'image finale. Donc oui, c'est... Ouais. Et Romain ? Alors la notion de confort chez nous, effectivement, elle est prépondérante. Et ce qu'on avait comme volonté avec mon associé, c'était qu'on ne voulait plus qu'il y ait une seule seconde qui soit perdue en attente. C'est aussi simple que ça. Donc, d'avoir l'expérience de travailler avec 3ds Max, Blender, voilà, par exemple, sur la saison 1, ouvrir une scène, donc un seul plan dans le village, ça prenait 5 minutes, que ce soit pour du layout ou pour du rendu. Donc en fait, avec des quotas journaliers de 10 plans jour, en fait, si on accumule 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, on perd un temps considérable.
Et le graphiste perd une patience considérable. Et en fait, nous, on voulait plus de ça. Et c'est là qu'Unreal, pour nous, est génial parce que c'est extrêmement rapide. On peut bosser à la séquence et non plus bosser au plan. Et donc, sans perdre en qualité esthétique, qualité de rendu. On en gagne. On a même gagné parce que c'est au final, ça nous a laissé le loisir de passer plus de temps à peaufiner beaucoup de choses. On a pu, entre la saison 1 et la saison 2, rajouter beaucoup de choses dans les décors. On a pris sur nous de dire on a envie de pousser les choses et on va améliorer tout ce qu'on a pour que ce soit un peu plus sympa. Ça nous donne, si on parle du layout, on peut avoir des quotas qui sont bien moins élevés à équipe égale. On peut faire des plans, des champs contre champs très rapidement. Avec, effectivement, on voit la lumière, on voit si on ne va pas avoir de problème de raccord, on l'identifie dès cette étape-là, alors qu'avant, avec un workflow classique, en précalculé, on le voit au moment du rendu, et il faut lancer. Et c'est au lighting artist de faire la modification, en fait, alors que c'est un travail de layout, ce qui est problématique. Donc là, on n'a plus ces problèmes-là. Donc on peut faire des plans simples très rapidement, et du coup mettre l'énergie nécessaire sur les plans qui sont, eux, plus compliqués. On va avoir des mouvements de caméra un peu plus délicats à gérer. Voilà, l'énergie, elle peut mettre là, donc c'est un confort de travail qui est immense. Et au lighting, ça nous a permis en fait de faire une série où on peut se permettre de faire du lighting au plan, ce qui est un confort de travail immense. Mais puisque les décors, vous pouvez les réutiliser d'un épisode à un autre, et que je reviens sur l'idée que Unreal était d'abord pensé pour les jeux vidéo, est-ce qu'il y a des... Puis vous venez aussi du monde des jeux vidéo, Lucie, est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'on peut imaginer que vos petits champignons moche, un jour on puisse jouer avec? Est-ce que c'est une possibilité ou pas du tout? Pas du tout. Non, c'est pas du tout optimisé pour du jeu, c'est vraiment pensé pour de la série d'anime, et c'est absolument pas exploitable pour du jeu. Et puis peut-être Joanne vous dira après, c'est pas un espoir que vous avez d'enrichir les jeux vidéo avec ces séries-là? Alors nous, c'est tout le contraire, justement, on réfléchit déjà à comment on va les réutiliser. Alors pas forcément pour le jeu vidéo, mais par exemple un changement de format. Une série, il faut la vendre aussi, donc on a des moyens pour sortir plus rapidement les visuels de distribution, comme par exemple l'image que vous venez de voir ici. Voilà, ça on y réfléchit. Il y a aussi le fait que du coup, quand on fournit, souvent on fournit des petits jeux aux chaînes pour qu'elles mettent sur leur site. Là, nos équipes, elles sont déjà formées au moteur de jeu. Il n'y aura pas besoin de passer ça à un prestataire pour les ressortir. Alors effectivement, on n'utilise pas forcément les modèles 3D de la série parce que ça passe pas pour du web, mais on a nos petites techniques, certaines testées, d'autres pas encore, pour faire ça, quoi. Joanne, est-ce que c'était un espoir, pas forcément le premier, mais en tous les cas une idée que toutes ces séries elles deviennent aussi du jeu vidéo? Non, après ce qui se passe, il y a la question des personnages qui ne sont pas conçus pour le même usage. Après ce qu'on voit, alors effectivement, l'univers de Moche Moche, on pourrait presque en faire une île Fortnite directement. Après, le public de Moche Moche n'a pas le droit de jouer à Fortnite. Donc voilà. Mais par contre, pas vraiment la cible. Et après, c'est un cheminement qu'on voit de plus en plus. Il y a un autre studio qui a embauché l'essentiel de leurs équipes du jeu vidéo. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'était plutôt que faire les décors pour chacun des shots. Ils ont fait un monde ouvert. Et pour la deuxième saison, ils vont faire du repérage, un peu comme vous décriviez, directement à l'intérieur de ce monde ouvert. Et là, ils commencent à réfléchir à la suite pour faire une île dans Fortnite. Donc il y a ces passerelles-là qui commencent à se dessiner. Après, l'industrie du jeu vidéo et l'industrie de l'animation, surtout de la série, c'est quand même des industries en termes de financement, d'organisation de travail, qui sont quand même très différentes. Mais en termes d'IP, c'est sûr qu'il y a quelque chose, de développement des propriétés intellectuelles ou des licences, c'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Et je termine sur un autre point sur le confort. Ce qu'on voit aujourd'hui aussi sur l'adaptation de la chaîne de production, elle est énormément liée à la formation des gens qui encadrent. Jusqu'à présent, la plupart des studios sont d'abord focalisés sur il nous faut des artistes sous Unreal, après il nous faut des développeurs sous Unreal, et maintenant la dernière étape c'est il faut que nos chargés de prod qui s'occupent de la gestion du travail et de l'organisation du travail comprennent aussi ce que le temps réel, l'utilisation d'un moteur de jeu change dans la manière de produire. Et ça commence à se mettre en place, mais c'est le dernier maillon de la chaîne
fabrication. Est-ce que, cependant, cet outil vous permet de tout faire ou pas? Est-ce qu'il y a des limites que vous avez pu rencontrer, des défis que vous avez eu à surmonter, Lucie? Le défi, d'un point de vue technique, je ne peux pas comparer avec le précalculé parce que j'en ai jamais fait. Nous, les défis qu'on a, c'est plus des défis humains. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est une équipe mixte. On a des gens qui viennent du jeu vidéo, on a des gens qui viennent de l'animation, on a des gens qui ont fait de l'animation mais pour des studios de jeux vidéo. Et le plus dur finalement, c'est de casser les habitudes. Je vais prendre un exemple. Dans notre nouvelle série, on a des split screens. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir à l'écran 2 points de vue différents, filmés par 2 caméras différentes. En animation précalculée, d'habitude, comment on fait ça? On fait 2 scènes Maya. On les tourne chacune séparément, puis à l'étape du compositing, donc quand on fait la vidéo finale, il y a la personne qui fait le compositing qui va prendre les 2 vidéos, qui va les mettre côte à côte et va en faire une seule. Donc pour les gens de la production, ça paraissait évident que ça allait être fait au compositing. Et puis un jour, ils en parlent devant nous à un déjeuner, on est en mode, mais on est dans un moteur de jeu vidéo. Le multijoueur, c'est du split screen en permanence. Pourquoi on le ferait en compositing? Laissez-nous 3 jours et puis on vous le fait dans le moteur de jeu. Et on a pris 3 jours, on leur a fait dans le moteur de jeu. Mais voilà, faut casser les habitudes parce que pour eux, ça leur paraissait tellement évident que ça allait être au compositing qu'ils n'avaient pas pensé à venir nous voir à l'équipe de dev en mode « est-ce que vous pouvez le faire ?» Et inversement, ça nous arrivait parfois de faire des outils en se disant « là, le rendu, il est bon ». Et on le passe aux artistes, ils font « oui, là, ton lighting, il est bon pour du jeu vidéo, mais pour de la série, ça passera pas. » Donc repartez sur un coup de dev. Donc voilà. Théophile, quels sont les enjeux? Vous avez à chaque fois un micro qui vous est tendu des 2 côtés. Je pense que du coup, nous, nos problèmes sont un peu différents des vôtres. Et je pense que la principale difficulté qu'on a rencontrée, c'était qu'on n'a pas de professeurs qui sont formés à Unreal. Et donc, on apprend grâce à Internet, grâce à de l'aide à droite à gauche, quoi. Mais je pense que c'est la principale difficulté, puisque c'est quelque chose de très nouveau, qui n'est pas encore très utilisé dans l'animation, ça va mettre un certain temps peut-être à se mettre en place, et notamment dans les formations. Et voilà. Et après, puisque on travaille sur Unreal, on s'est permis des choses qu'on ne se serait pas permis avec des logiciels plus traditionnels. Donc par exemple, pour notre film, on a 13 personnages à animer, ce qui est quand même beaucoup pour une équipe de 3 animateurs. Mais ça, on s'est dit qu'on allait y arriver. Alors, on n'a pas encore fini, donc je ne sais pas si on y arrivera. Mais je pense, j'espère. Et ça, on a tenté le coup parce qu'on a le système de ragdoll, justement, d'Unreal, qui nous permet d'avoir une animation un peu différente de l'animation traditionnelle. Voilà. Mais une fois qu'on a tenté toutes ces choses-là, forcément, on se retrouve toujours face à des questions sans réponse. Et bien sûr, c'est un logiciel comme les autres, donc il y a aussi plein de bugs. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de rester stoïque. Romain. Rester stoïque, ça c'est exactement ça. Nous c'est un petit peu délicat parce qu'en fait on a pris le parti, on a fait le choix de faire la saison 2 sur une version qui n'était pas supportée par Epic, qui était la version Early Access. Donc on nous a un petit peu dit, désolé Johan, on nous a un petit peu dit d'accord, mais on ne peut pas vous soutenir. Donc ok, donc on va quand même le faire. Coup de chance, ça a marché. Il y a beaucoup de contraintes en fait à utiliser un moteur de jeu comme ça. Typiquement, nous, le plus gros défi qu'on ait eu, c'est avec tout ce qui va être matière de verre, matière avec de la réfraction, donc le verre, l'eau, etc. À l'époque, on n'a pas pu utiliser Lumen et Nanite, qui sont les 2 technologies phares de Unreal 5 dont on entend parler à chaque convention, etc. C'était pas suffisamment stable pour nous à l'époque, donc on a dû utiliser en fait les techniques du rasterizer, qui est le moteur de jeu classique d'Unreal. Donc on bénéficie pas de toutes les dernières avancées, et malheureusement, ça implique certaines galères sur le traitement de certaines matières, entre autres. Voilà. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait des choses que vous ne soupçonniez pas, que vous êtes soit capable de faire, soit qui vous ont donné des nouvelles idées? Non. Est-ce que vous pourriez développer? Non, en fait, pour le coup, pour venir du précalculé et
de techniques où on est un petit peu plus habitué à mettre un peu tout ce qu'on veut et ça marche, parce qu'on est sur des choses qui sont des logiciels qui sont robustes. Alors je dis pas par là qu'Unreal n'est pas robuste, mais c'est des choses où juste on se pose pas la question, on met, ça marche. C'est pas vraiment une approche qu'on peut avoir avec Unreal. Il faut vraiment anticiper les choses en amont, optimiser, vraiment réfléchir. Ça nous apporte une très grande liberté créatrice. Par contre, je rejoins ce que disait Lucie, c'est qu'en fait il y a des effets qu'avant on faisait au compositing, donc spécifiquement sur Nuke, qu'on ne pouvait pas imaginer faire en 3D. Là, on le fait. En fait, on se pose même plus la question. On peut faire beaucoup de manipulations d'images très facilement dans Unreal comparé à ce qu'on peut simplement pas faire avec un Max VRM, même un Blender, etc. Ça débloque beaucoup de choses à ce niveau-là, mais ça demande. Enfin, ce sera le mot de la fin. Pour moi, c'est pas magique. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de développement pour faire marcher ça, à mon sens. Lucie, même chose. Deux parties. C'est que la partie pipeline, donc comment on connecte les outils entre eux, comment on les automatise, ça ne change pas forcément grand-chose. En R&D, ça ouvre pas mal de pistes, donc que je ne développerai pas parce que voilà, mais donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects. Et peut-être que dans quelques années, on commencera à voir arriver des projets qui n'auraient pas pu être faits en animation traditionnelle, parce qu'on tire, par exemple, profit tout bêtement de modules qui sont propres au moteur de jeu et qu'on ne peut pas retrouver dans un Maya ou un Blender. Oui, effectivement, si je vais rebondir là-dessus, dans le sens où nous, ce qui a motivé aussi notre démarche d'aller vers Unreal à la base, c'est de se dire, mais il y a des technologies là-dedans qui sont géniales, pourquoi on les a pas dans le précalculé? Ne serait-ce que... Alors, les MIPMAP, c'est un système, en fait, ma texture, elle a beaucoup de résolution si je la regarde là. Par contre, si elle est très très loin là-bas, ça va réduire. Et du coup, ça réduit la mémoire nécessaire pour l'afficher. Il existe des choses dans le précalculé, notamment avec Arnold, mais c'est souvent galère à mettre en place. Et c'est pas tous les logiciels qui le font. En l'occurrence, on travaille sur Blender et ça, c'est mort, ça n'existe pas. Et ça, les systèmes des niveaux de détail qui font que si mon objet il est proche, il va avoir une géométrie qui sera très subdivisée, mais si je le vois de loin, j'ai pas besoin de tout ce niveau de détail, donc ça va être adapté. C'est des choses où, dans le précalculé, on se dit, mais dans le jeu vidéo, ils ont tout compris. Pourquoi on n'a pas ça nativement dans chaque soft de précalculé? C'est trop bien. Et voilà. Alors, je vais rajouter juste un dernier truc, c'est que parfois, justement, c'est trop bien. Parce que typiquement, nos artistes, ils regardent maintenant les trailers qui sortent d'Unreal. Et quand votre artiste vient vous voir en disant « Regarde ce trailer avec une voiture où il y a de la transparence dans la texture, je veux la même chose », et qu'on doit lui dire « Non, notre équipe n'a pas le temps pour le faire », là, on est quand même en mode « Bon ». Un temps que vous avez, Théophile, pour expérimenter, du coup découvrir des nouvelles choses et avoir des nouvelles idées qui vous viennent par l'usage du logiciel. Alors, on n'a peut-être pas forcément plus de temps parce qu'on doit quand même finir notre film à un moment donné. Mais on a peut-être moins d'enjeux et du coup, c'est là qu'on peut prendre peut-être plus de risques. Donc là, c'est quand même notre film de fin d'études, donc on reste globalement sur une forme assez classique quand même. Mais comme je vous disais, l'année dernière, on a essayé de faire un film animé avec des manettes de Xbox, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui font aussi partie de notre envie d'utiliser Unreal. C'était justement de tirer parti au maximum de cet outil qui vient d'abord du jeu vidéo. Et on est tous intéressés par le cinéma, mais je pense que dans l'équipe, on aimerait aussi faire de la VR, du jeu vidéo, essayer de trouver d'autres formes, peut-être d'autres médiums, quoi. Et ça, c'est aussi possible grâce aux outils d'Unreal qui apportent un point de vue différent de celui du cinéma d'animation. Joanne, votre point de vue sur ce qui vient d'être dit, notamment sur les limites et à l'inverse, ce qui n'était pas forcément soupçonné, ce qui permet d'être fait. Alors, le premier truc, alors sur les limites, effectivement, aujourd'hui, on voit donc une utilisation de plus en plus importante sur de l'animation. Il reste le grand jeu, c'est d'arriver à une qualité cinéma. Donc voilà, pour l'instant, on n'y est pas. Même s'il y a quelques films de long métrage qui sortent, on ne va pas encore aller titiller un Pixar, on n'y est pas tout à fait. Mais ça avance petit à petit. Et pour Epic, le premier sujet insoupçonné, c'est l'impact carbone. Ça faisait pas du tout partie ni des stratégies ni des réflexions. Et
Parce qu'aussi le retour de l'industrie à l'origine, c'était d'abord de faire des économies financières. Et financières, c'est en termes de production, c'était même pas en termes de calcul de l'énergie. Et ça, c'est vraiment la première vraie belle surprise, en sachant qu'on est dans une industrie où les axes de réduction des consommations électriques et de l'impact, il n'y en a pas énormément sur de l'animation. Il y a des choses qui commencent à émerger petit à petit, mais là, l'impact, il est mesurable, instantané et plus que significatif. Mesurable dans chaque studio, mesurable sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire si je calcule, mais l'énergie, elle est dans une autre entreprise, les serveurs sont ailleurs, est-ce que c'est l'ensemble qui consomme moins? Alors là, après, il y a maintenant, on est en train de mettre en place les calculateurs carbone qui sont d'être mis partout. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout parce que si on regarde dans le détail, un GPU, techniquement, il consomme quand même plus. La carte graphique consomme un peu plus qu'un CPU. Ils ont aussi, si on voit où est-ce qu'ils sont fabriqués pour être amenés jusque chez nous, mais on a ça sur toute l'informatique. Donc il y a effectivement ces sujets-là qui sont en train vont être mis en compte, mais effectivement ça fait des économies sur toute la chaîne, puisque des allers-retours on les a tout le temps, comme tu disais, si on doit attendre que l'image ait fini de calculer pour se rendre compte qu'il y a un truc qui marche pas, là on le voit tout de suite. Donc il y a du temps humain et qui est même pour moi le plus important que le temps machine. C'est le temps qu'on n'a pas à attendre devant sa machine pour voir ce qu'on est en train de faire, c'est déjà pour soi-même un énorme gain et qui est vraiment important. Oui, alors Lucie et puis Romain. Oui, pour compléter l'aspect écologique, on parle des PC. Donc nous, c'est un peu particulier. Par exemple, on est un studio, mais on est aussi un distributeur. Donc typiquement, on sait déjà que les PC qui servent actuellement à Unreal, dans quelques années, passeront sur des gens de la distribution. Donc il y a cet aspect, on recycle nous-mêmes notre matériel. Et pour l'aspect écologique, on a aussi des gens qui sont venus travailler chez Miam, justement parce qu'ils savaient que nos séries avaient du sens. On a une première série qui parlait de la nature, là, les minus qu'on réalise sur Unreal parlent du recyclage pour les jouets, et qui sont venus et qui nous ont dit clairement, je suis venu dans votre studio parce que l'état d'esprit, les valeurs que vous portez me plaisent. Donc, valeurs écologiques et humaines. On parle de responsabilité sociale des entreprises. Voilà, aussi, c'est ça, donc les deux. Mais l'aspect écologique, le fait d'être en moteur temps réel, ça fait beaucoup de choses. Donc, Romain. Ouais. On va pas tarder à publier nos chiffres, justement. On a passé pas mal de temps à faire une étude concrète de qu'est-ce que la saison 2 de Mush Mush a coûté en bilan carbone à produire seulement pour la partie qui est chez nous. On ne peut pas le faire pour les autres studios, les autres intervenants, mais on peut déjà constater en utilisant les données, en se disant ok, si on avait fait la même chose en précalculé, on sait qu'on a besoin de tant de machines pour calculer, etc. On sait qu'on divise l'impact carbone par 7 globalement sur notre production, mais c'est très rigolo, c'est très intéressant de voir qu'en fait l'impact carbone n'est pas forcément là où on l'imaginerait non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que les machines, les calculs, c'est une chose, mais finalement c'est plus nos modes de consommation qui sont en jeu. Notamment Anime France ont mis en ligne un outil qui s'appelle le Carbulator, sur lequel ils travaillent depuis un petit moment, qui permet justement de mesurer son impact carbone, etc. En fait, on se rend compte qu'une grosse part de l'impact carbone est en fait dans l'alimentation des gens sur le lieu de travail. Et c'est marrant comme ça, mais ça joue finalement une part énorme. Et voilà, c'est une petite anecdote. Après, c'est une part énorme maintenant en temps réel, mais ça l'était beaucoup moins en précalculé du coup. C'est ce qui reste du coup maintenant. C'est plus maigre, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment si on a une équipe de 10 mangeurs de viande et 10 véganes, ça change drastiquement les chiffres. C'est marrant, mais effectivement, la différence entre si on a 150 machines ou 12, fatalement, elle se ressent, c'est sûr. Est-ce qu'à votre tour, vous avez des questions à leur poser pour terminer cette partie sur le cinéma d'animation? Alors comme, n'hésitez pas à faire des grands gestes. Donc en haut à droite, Agathe Turlot va vous apporter un micro. Alors en haut à droite Agathe.
Pas d'abord, non. Bonjour. Moi j'avais une question. Je suis sound designer pour jeux vidéo en fait, et du coup je me demandais par rapport à l'audio sur le linéaire, vu que vous utilisez Unreal Engine, que vous avez vous utilisez des workflows assez proches du jeu vidéo sur certains points. Est-ce que pour l'audio vous marchez quand même entre guillemets à l'ancienne, dans le sens où vous faites un render de vos vidéos, vous envoyez ça au compositeur, au sound designer, ou est-ce que les sound designers, éventuellement les compositeurs, travaillent directement dans le séquenceur d'Unreal sur vos projets, ou directement même sur les animations dans Unreal? Enfin, est-ce que ça a changé votre mode de fonctionnement par rapport à l'audio aussi, du coup? Cette réponse, Lucie Legrand. Alors, on est resté sur l'audio traditionnel pour une raison simple, c'est qu'une série, il faut la traduire à un moment, et vous n'envoyez pas votre projet Unreal aux différentes chaînes, vous envoyez juste le fichier audio et la vidéo. Joanne. Et moi, je conseille à nouveau sur le Meerkat de tout à l'heure de regarder comment il fait le son dans Meerkat. Alors, il ne parle pas, donc il n'y a pas de problème de localisation. Tout le son est volumétrique, donc il y a aussi cette partie-là qui est assez intéressante, même pour une mise en scène. En fonction du déplacement de la caméra, il va capter les sons qui sont générés par les objets qui sont physiquement placés dedans. Donc il y a un mélange de musique et de son volumétrique à l'intérieur. Et je trouve, comme axe aussi de réflexion sur comment est-ce qu'on construit du son en animation, c'est vraiment intéressant. Une nouvelle question au milieu. Oui, bonjour, je suis lead 3D et je me demandais comment était géré le compositing. Du coup, vous l'avez un petit peu abordé. Il n'est pas fait sur Unreal, c'est ça? Romain, cette fois-ci. Après, je peux rajouter des choses. En fait, ouais, comment se présente votre pipeline de compositing, sur quoi vous le faites et comment se passe le pont, quoi? Est-ce que vous pouvez sortir des passes? Est-ce que ça se passe de la même manière qu'avec un logiciel classique de 3D précalculé? Alors, nous, on a fait le choix de faire le plus gros du travail dans Unreal. On a vu avec les présentations de ce matin qu'il y a un outil formidable qui est le Blueprint, qui est une espèce de grosse boîte noire dans laquelle on peut mettre plein de choses. On peut faire du gameplay, on peut faire des objets, c'est assez dingue. Et nous, en fait, on se base là-dessus pour étalonner un maximum de choses. Ce qui fait que dès le layout, dès le lighting, ils ont le compo final d'afficher. Après, la question des passes, on évite vraiment de sortir des passes parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore fonctionnelles. On a quand même une étape de finalisation dans Fusion. Mais ce qui est de sortir des passes, on a la problématique du motion blur qui ne matche pas, de la DOF qui ne matche pas, du coup, problématique. Voilà. Lucie, est-ce que vous voulez répondre, rajouter quelque chose? Alors nous, c'est notre deuxième série en temps réel. Pour être honnête, la première série, on avait fait le choix de ne pas avoir de compositing du tout. Et là, ce qu'on fait, c'est que la console de montage, tout ce qui va être effet de transition, le split screen dont je parlais, c'est fait dans Unreal. Donc l'objectif, c'est vraiment d'enlever un maximum de compositing, simplement parce qu'on fait le choix de rebasculer le budget et le temps alloué au compositing à d'autres postes. Ok, ce qui m'amène à une petite question pour Joanne, du coup. Je finis juste là-dessus. Oui. Nous, ce qu'on voit dans la plupart des studios, le compositing, c'est toujours le deuxième point qui arrive, c'est comment on fait le compositing. En fait, c'est la partie un peu contre-intuitive parce que ça fait partie de la chaîne habituelle qu'on a mis en place. On est censé passer par l'étape de compo dans Fusion ou dans Nuke. La plupart des prods, ils font le compositing dans le moteur. Une fois qu'ils ont compris la puissance que ça peut amener, on peut sortir quelques passes quand il y a besoin, mais la plupart du temps, ils font le compositing directement dans le moteur et avec aussi des choses qu'ils ne soupçonnaient pas du tout. Et comme tu le dis, très tôt dans la chaîne de fabrication. Okay. Un petit mot alors. Je vais juste rajouter, pour n'importe qui a déjà fait du compo dans sa vie, qui est déjà ouvert Nuke, on n'a plus de liseré en fait, parce que tout
toutes les retouches de couleurs qu'on doit faire, si doit changer la couleur d'un personnage ou quoi que ce soit, en fait, ça va être pris en compte dans la GI, dans les réflexions. Donc, j'ai pas à m'embêter à aller changer ça dans un reflet ou quoi que ce soit. Et il n'y a plus de problème de prémulte, de liseré, de quoi que ce soit. Enfin, c'est royal. Vraiment, ça change la vie. Voilà. Puis une autre question, oui. Merci beaucoup. Une dernière question. Alors, au troisième rang, au milieu. Bonjour. Petite question, est-ce qu'il y a beaucoup de développement que vous avez fait pour faire les films d'animation ou il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans le moteur? Lucie Lebon, qui travaille à la recherche et développement. Beaucoup de développement. Parce qu'il faut être honnête, Unreal, ça reste axé principalement sur le jeu vidéo. Nous, on sert pour faire l'animation du séquenceur et c'est un outil annexe. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que en jeu vidéo, Unreal, c'est pour finalement des studios petits, moyens. Nous, en animation, on se retrouve avec des équipes, j'ai envie de dire, un peu plus grosses et il y a beaucoup de choses à automatiser. Et comme je disais aussi tout à l'heure, en jeu vidéo, un artiste mettra plus facilement les mains dans le cambouis qu'en animation. Donc oui, on a eu pas mal de développement à faire. Après, l'avantage qu'on a, c'est que la plupart des développements qu'on fait sont agnostiques, dans le sens où on utilise les mêmes outils sur toutes nos séries sans avoir à vraiment les modifier. Donc là, on gagne beaucoup de temps de dev sur le long terme. Merci beaucoup à tous les quatre. Lucie Lebon de Miam Animation. Donc, je rappelle que c'est sur France 5 que vous pouvez voir sa série Edmond et Lucie, sur Canal+, Les Minus. Romain Trimaille de Chard, Mush, c'est sur Canal+, Kid. Et Théophile Farran et Matteo Grossi, votre film, c'est tout de suite, Johan? Juste terminer par le film de 3e année de Théophile et de Matteo. On peut peut-être reprendre place comme ça, on va tourner. Et donc Fishlight, leur film de 3e année. You ever feel like your destiny is already written? But what if you could change it?